Bonjour Philippe. Salut l'ami, c'est gentil de m'avoir invité dans ce lieu magique qu'est Rennes-les-Bains. Tu sais que c'est à destination des étudiants en collège qui se posent beaucoup de questions sur le sens de la vie. Je les salue amicalement. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Quel est ton parcours? Alors, je m'appelle Philippe Marlin. J'ai fait un parcours scolaire universitaire qui se résume à je suis originaire des Ardennes, donc j'ai fait mes classes, mon lycée dans ma ville natale qui est Sedan, dans les Ardennes, à la frontière belge. Et puis ensuite, je suis monté comme tous les bons petits gars à Paris, faire mes études. J'ai fait Sciences Po, rue Saint-Guillaume. J'ai fait parallèlement une maîtrise et un doctorat en fait de sciences économiques. J'ai fait une tentative pour rentrer à l'ENA, tentative que je n'ai pas transformée parce que très vite j'ai senti que c'était quelque chose qui allait me gonfler. Et je suis rentré dans la vie active, je suis rentré dans la banque, dans la finance, où j'ai fait une carrière extrêmement enrichissante. J'ai un excellent souvenir de ma carrière professionnelle, où j'ai été tour à tour auditeur pour compte de la banque. Donc c'est un métier sympathique d'abord parce que ça permet de descendre au fond des choses et de décortiquer les arcanes bancaires. Et ensuite, et j'allais dire surtout parce que c'est ce qui m'a le plus marqué, j'ai fait une carrière dans l'univers des marchés financiers, et j'ai eu la chance de diriger de grandes salles de trading. Voilà, et j'ai terminé ma carrière, puisque je suis à la retraite maintenant, dans un poste qui n'est pas complètement honorifique, qui est assez, dans la banque prestigieux, puisque j'étais inspecteur général. Donc ça veut dire que je dirigeais les corps d'audit en essayant de mettre à profit tout ce que j'avais appris durant ma carrière. Carrière qui, c'est une précision importante, du moins telle que je l'ai vécue, qui a été une carrière très, très internationale. C'est-à-dire que j'ai passé au moins la moitié de ma vie professionnelle à voyager tout autour de la planète. Non seulement sur de grandes places financières, ça c'était ma vie de supervision de salles de trading, mais aussi dans des destinations plus exotiques, c'était ma vie d'auditeur ou d'inspecteur général. Donc voilà en 3 mots, j'ai pris ma retraite, mais tout en restant extrêmement actif. Alors, c'est vrai que, en fait, pour bien comprendre, j'ai toujours eu une double vie. Une double vie, c'est-à-dire que mon métier, qui m'enrichissait, me nourrissait, mais j'ai toujours eu, et je crois que pour de jeunes étudiants, de jeunes collégiens, c'est important, j'ai toujours eu une légende personnelle, c'est-à-dire la légende personnelle, c'est le rêve fou de ce qu'on voudrait faire, mais qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait pas tout de suite, parce que les contraintes de la vie quotidienne font que ça ne peut pas se réaliser, du moins tout de suite. Et moi, ma légende personnelle, c'était les univers fantastiques. C'était ce que j'appelle les terres d'ailleurs. C'était les grands mystères. Mystère de l'univers, mystère de l'histoire.
Et puis, parallèlement à ça, parce qu'en fait, ça s'emboîte assez bien, très vite, j'ai débouché sur l'édition, c'est-à-dire le besoin de partager, de diffuser, d'encourager aussi de jeunes talents. Donc j'ai d'abord créé une association à la fin des années 80 qui s'appelle l'Œil du Sphinx, et cette association s'est doublée en 2000, donc ça fait 18 ans, d'une maison d'édition qui est une SARL cette fois, et non plus une association, qui s'appelle les éditions de l'Œil du Sphinx. C'est une maison d'édition qui vit toujours, je le précise parce que ce sont des métiers extrêmement risqués. Il n'y a pas que la finance qui est risquée, l'édition aussi est très risquée. Et cette maison d'édition, elle est, sinon florissante du moins, elle continue à se porter correctement, à tel point du reste que, ça c'est plus récent, en 2014, j'ai racheté une autre maison d'édition qui s'appelle Edith pour compléter notre dispositif. Donc en tant qu'édition de l'Œil du Sphinx, on a dû sortir en 18 ans pas loin de 200 bouquins. Et la maison d'édition que nous avons rachetée, les éditions Edith, a sorti plus de 200 bouquins, 240 bouquins. Donc voilà en 3 mots mon parcours. Alors, les étudiants posent beaucoup de questions, en tout cas se posent beaucoup de questions sur le rôle de l'argent. Est-ce que es-tu en mesure de dire quelles sont les plus grosses sommes que tu as eu à gérer, soit en main propre, soit avoir passé de registre travailleur dans le milieu financier? Oui, je peux répondre à cette question en précisant bien que c'est de l'argent que j'ai manipulé pour compte de la banque, hein, et bien évidemment pas à titre personnel. Les poches sont cousues. Moi, à titre donc, professionnel, la plus grosse somme d'argent que j'ai manipulée, j'en ai un souvenir cruel, je vais expliquer pourquoi, c'était très exactement et très précisément 100 millions de dollars. Alors j'ai manipulé cette somme donc en tant que responsable de salle de trading. Nous étions dans les années 80 et nous étions dans une période de hausse des taux d'intérêt. Et la hausse des taux d'intérêt, c'est en matière financière, comment dire, la mort du petit cheval. Et c'est lorsque les taux d'intérêt se mettent à baisser que l'on commence à engranger des profits sur les produits que je manipulais, c'est-à-dire des produits à taux fixe qui s'appellent l'obligation du trésor, des choses comme ça. Et j'avais mes patrons de l'époque qui n'arrêtaient pas de me dire « Mais Philippe, tu ne prends pas assez de risques, les taux d'intérêt vont baisser, il va falloir commencer à construire une position. » C'est ça qu'on dit, construire une position. Et on était au mois d'août, je me souviens. Alors j'ai commencé à construire cette position jusqu'aux 100 millions de dollars. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que le souvenir est cruel. On est au mois d'août et je prenais pas mes vacances au mois d'août, donc toute la responsabilité était sur mes épaules et a éclaté ce qu'on appelle la première guerre du Golfe. Donc non seulement les taux d'intérêt n'ont pas baissé, mais se sont mis à flamber encore un peu plus. Et je me suis retrouvé avec une position qui tous les jours accumulait un peu plus de pertes. Donc drame national, pour ne pas dire international. Et je me suis coupé la jambe. Je ne pouvais pas revendre ma position autrement, ça aurait été catastrophique.
Donc je me suis coupé la jambe en utilisant une technique des marchés financiers qui s'appelle les options. C'est-à-dire que j'ai construit une position d'option en sens contraire de ma primo-position pour, grosso modo, geler la perte, mais une perte qui, sur 100 millions de dollars, était déjà montée à quelque chose comme 20 ou 30 millions de dollars. Voilà, voilà la plus grosse somme que j'ai manipulée et voilà la plus grosse paume que je me suis prise. Alors, je dois dire, parce qu'il faut être honnête et rendre hommage à ses prédécesseurs et ses collaborateurs et ses supérieurs, pardon, c'est que cette position donc perdante avec ces paumes a été retirée de mes livres, c'est-à-dire a été retirée de ma comptabilité pour être virée dans ce qu'on appelait une position d'élection afin de ne pas affecter la rentabilité de mon activité. Et c'est important parce que dans ces métiers-là, outre la rémunération fixe, hein, le salaire comme tout le monde, on est intéressé aussi aux résultats. Ça s'appelle des bonus qui sont souvent décriés, mais enfin c'est quand même la motivation essentielle du travail. Donc je n'ai pas été puni. Voilà. Alors, dans le cadre de tes activités, peux-tu nous dire quelles sont les personnalités les plus importantes ou les plus influentes que tu aies pu rencontrer sur ton parcours? Sur mon parcours professionnel? Oui. Alors, sur mon parcours professionnel, j'ai rencontré évidemment j'ai rencontré beaucoup de personnalités. J'ai une affection plus particulière pour le dernier président de ma banque. Donc, pour ne pas le citer, ma banque c'était la Société Générale. Et le dernier président de ma banque s'appelait Daniel Mouton, dont j'étais assez proche et avec qui j'ai vécu, c'était les dernières années de ma carrière professionnelle, avec lequel j'ai vécu les grandes crises financières de 2007-2008. Donc 2007, c'était la crise des subprimes. Alors, pour les étudiants, c'est peut-être un mot barbare. Le subprime, donc je vais dire en 2 mots ce que c'est. C'est une pourriture américaine. Et cette pourriture américaine, c'est un crédit immobilier que l'on fait à des gens dont on sait très bien qu'ils ne pourront jamais rembourser. Mais on était à une époque où l'immobilier s'envolait, et donc les courtiers américains savaient très bien qu'ils pourraient se faire rembourser et au-delà en foutant les gens à la porte, les gens qui ne remboursaient pas en les foutant à la porte et en revendant leur maison. Alors, ces crédits, on va prendre une image pour que tout le monde comprenne bien. Ces crédits, on les mettait dans des belles boîtes avec un beau ruban, on faisait un beau paquet de cadeaux, et ces belles boîtes étaient négociées sur le marché secondaire, c'est-à-dire on pouvait en acheter, en vendre. Donc les marchés financiers ont construit des positions de subprime colossales, avec toutes les assurances, les tampons qu'il fallait. On appelle ça les tampons des agences de rating, jusqu'au moment où le marché immobilier s'est retourné et tout le monde s'est retrouvé avec des pertes abyssales. Mais 100 millions de dollars, tout à l'heure, c'était la pièce que me donnait ma grand-mère pour mon week-end. Ça a été des pertes colossales. Donc nous avons affronté avec Daniel Mouton cette crise gigantesque qui s'est doublée d'un drame local dans ma banque. Et ce drame local
ça a été l'affaire Kerviel, où un trader a spéculé, a construit des positions. C'était sur des produits dérivés d'actions, disons des actions virtuelles. Disons, pour être encore plus simple, il jouait à la hausse ou à la baisse de la bourse. Je dis bien de la bourse, pas d'une action précise. C'était au CFD. Oui, comment dire, un index boursier, si tu veux. Voilà. Il s'est cassé la gueule et ça a coûté 5 milliards. 5 milliards d'euros. Alors je ne vais pas faire un cours sur ce sujet parce que ça remplirait le film tout entier. Bon, disons que c'est une affaire dans laquelle les responsabilités sont largement partagées. C'est évidemment la faute du trader qui a fait n'importe quoi, mais certainement aussi il y avait un système de sécurité et de contrôle dans cet univers particulier du trading d'index boursier qui était défaillant. Donc voilà pour ce Daniel Bouton que j'ai épaulé. Nous avons traversé des moments très difficiles ensemble. Alors ensuite, dans la galerie des personnages, il y en a un autre que j'aimais beaucoup qui s'appelle Michel Pebro. Et Michel Pebro, c'était le président de BNP Paribas, qui a été mon ennemi, mais un ennemi que j'adorais. C'était mon ennemi parce que Paribas, BNP, enfin non, la Société Générale était en train de se marier avec Paribas lorsque la BNP a lancé un raid contre les deux banques et nous a soufflé la fiancée. Aujourd'hui, c'est devenu BNP Paribas. Donc c'est pour ça que c'était un ennemi, mais quelqu'un que j'adorais. Pourquoi? Parce que lui aussi avait, sinon une double vie, du moins une légende personnelle, qui était les univers de l'imaginaire et la science-fiction. C'était un grand érudit en matière de littérature de science-fiction, et il faisait des chroniques très savantes, très intéressantes, dans une revue qui s'appelle La Recherche. Alors, Daniel Bouton, Pebro, alors je vais en citer un troisième, complètement d'un autre univers, et que je n'ai fait que croiser. Ça a duré 1 minute, 2 minutes. C'était le Dalai Lama. Comment dire, à l'occasion d'un voyage dans un aéroport, lui sortait, moi je rentrais, et j'ai croisé le Dalai Lama. Et le Dalai Lama m'a regardé. Et j'ai ressenti quelque chose d'absolument inouï. C'est-à-dire qu'on a l'impression de trembler, on est bouleversé par un océan de bonté. Mais ça n'a duré que quelques secondes. Donc voilà un troisième personnage qui m'a marqué. Donc je pourrais en citer beaucoup d'autres. Alors nous sommes sur l'ère de jeu de prédilection pour parler de l'abbé Saunière. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu en retiens de cette histoire, qu'est-ce qu'elle t'a apporté et ton interprétation personnelle? Alors l'abbé Saunière, Rennes-le-Château, vaste sujet. Si je commence par le commencement, disons que j'ai découvert Rennes-le-Château en 1973, donc ça date du roi Jules. À l'époque, comme je l'ai dit, j'étais auditeur financier
et je faisais une mission dans une banque. Grosso modo, j'évaluais une banque pour le compte d'une autre banque qui voulait la racheter à Lavelanet, dans l'Ariège. C'est pas très loin d'ici, c'est près de Montségur. Et puis, je menais une vie, on va dire, de représentant de commerce, à l'hôtel, le restaurant, et puis le week-end. Un week-end sur deux, je rentrais à Paris. Je prenais la navette qui s'appelait pas la navette à Toulouse. Et l'autre week-end, je me baladais dans la région. Puis c'était le mois de novembre, c'était pas très chaud. Et puis ça m'a permis de découvrir notamment Montségur et l'histoire des Cathares. Et un jour, en regardant la carte, je vois Rennes-le-Château. Et je me rends compte que Rennes-le-Château, finalement, c'était tout près. Alors, je ne sais pas pourquoi, Rennes-le-Château, je connaissais vaguement l'histoire, mais je voyais ça en Bretagne, en Vendée. Donc, je prends ma voiture, donc c'était obligatoirement un samedi ou un dimanche de novembre. Je monte à Rennes-le-Château. Il faisait un beau brouillard coupé au couteau, et je m'attendais à... J'avais lu le bouquin de Gérard de Seine, que j'avais avec moi du reste, et je m'attendais à arriver à Lourdes. J'imaginais une église, j'imaginais... Oh là 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 là. Je suis arrivé au trou du cul du fond du monde, comme dirait l'autre. L'église, on la voyait à peine, elle était dans le brouillard. Et puis, il y avait le domaine de la Bessonnière, dans lequel il y avait un restaurant qui s'appelait La Tour. Et c'était sous le belvédère, pour ceux qui connaisseraient le château. Et je suis rentré pour déjeuner. Il y avait que moi. Et je suis tombé sur un petit bonhomme qui était habillé en blanc, en costume blanc, alors qu'on était au mois de novembre, qui gesticulait et qui m'a donné immédiatement envie d'éclater de rire, parce qu'il ressemblait à De Funès, enfin c'était pas possible, et c'était Henri Boution. Donc j'ai commandé mon déjeuner. Je me souviens d'avoir mangé un pigeon au bagnole, ce qui était formidable. Puis j'avais mon petit bonhomme qui trottinait, puis alors j'avais mon bouquin de Seine à côté de moi, et il me dit « Ah oui, vous avez lu le bouquin de Seine, le bouquin de Seine qui est sorti en 68, et là je suis en 73. Ah, vous l'avez vu, c'est formidable. Est-ce que... Ah, enfin, il n'en pouvait plus, et donc il s'est assis à côté de moi. Et alors là, ça a été le défilé, c'était le tombeau du Christ, les ovnis, Marie-Madeleine, j'en passais des meilleurs. Et il n'arrêtait pas d'aller rechercher du pinard. Et puis il a sorti la petite gnôle. J'en suis sorti à 17h, 17h30, dans le brouillard pratiquement dans la nuit, complètement couperosé, mais c'était les belles époques. Il n'y avait pas de contrôle radar, il n'y avait pas d'alcool test. Donc j'ai réussi à regagner Lavelanet en me disant ça, putain, Rennes-le-Château, il faudra que j'y retourne, c'est vraiment trop bien. Et puis Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, j'ai retrouvé Rennes-le-Château dans les années 80, ça devait être 82, 83, donc 10 ans après, et ça a rallumé ma flamme avec le bouquin de Lincoln Lieb Agent, à savoir l'énigme sacrée, que j'avais lu, je me souviens, j'étais à Dakar, au Sénégal. Et je m'étais dit, putain, mais si tout ça c'était vrai, voilà. Et puis, le temps passe, je venais régulièrement l'été, ici, passer une semaine, 2 semaines, comme beaucoup d'autres, comme toi, mon cher ami.
Et puis un jour, la librairie de Rennes-le-Château, Sonia, me dit « Ah, mais tu sais, on va vendre la librairie. » Enfin bon, elle refaisait sa vie, comme on dit. Et j'accélérais les choses. Et c'est comme ça que j'ai acheté la librairie pour mes enfants qui ont tenu la librairie pendant 2004, pendant 12-13 ans. Et puis, bon, bah, voilà, on parlait d'argent tout à l'heure, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Et les affaires étaient devenues vraiment très, très difficiles. Donc il a fallu se couper la jambe et donc on a cédé la librairie. Mais c'était une époque formidable que j'ai doublé de toutes sortes d'animations. J'organisais les conférences du vendredi soir, j'organisais la journée du livre et de l'étrange, enfin j'organisais 36 000 manifestations, ce qui m'a permis de connaître, de rencontrer énormément de gens. Alors ce que j'en retire, bon, deux choses à dire. La première chose, sur le fond de l'affaire, je crois que c'est ça qui peut intéresser tes étudiants, tes élèves. Sur le fond de l'affaire, en fait, il y a deux affaires qui sont très différentes. Il y a l'affaire de Saunière durant la vie de Saunière, ce qu'il a fait exactement. Et puis, il y a la vie de Saunière post-mortem, ce qui s'est passé après. La vie de Saunière, du temps de Saunière, elle se résume par l'histoire d'un curé malicieux, qui manifestement aimait l'argent et qui a, comment dire, qui a triché vis-à-vis de l'Église et qui a eu une chance extraordinaire. Il a triché vis-à-vis de l'Église en faisant ce qu'on appelle du trafic de messes, c'est-à-dire en vendant des messes à tout va et en infraction totale avec le droit canon, puisque en matière de droit canon, un prêtre ne peut pas célébrer plus de 3 intentions par messe. Et s'il en a plus de 3, ben, il doit sous-traiter et les donner à d'autres collègues prêtres. Donc lui, il ne s'est pas gêné pour... lui, il les mettait par paquet de 100 et il faisait une messe. Donc ce qui lui a valu des ennuis avec l'évêché, il a été condamné, etc. Donc, du trafic. Et puis, il était passé maître dans l'art de récolter des dons. Monsieur l'abbé était un bel homme. Donc, il y a de généreuses paroissiennes qui ont généreusement contribué, collaboré par leurs dons à tous les travaux de restauration, d'embellissement, à la fois de l'église et du domaine. Ensuite, je dis, monsieur l'abbé a eu beaucoup de chance. Alors, c'est ça, à mon avis, le cœur de l'affaire de Rennes-le-Château. On racontait à Rennes-le-Château, ah, monsieur l'abbé a trouvé un trésor. Ah, monsieur l'abbé, il est riche, il a trouvé un trésor. Évidemment, l'argent qu'il manipulait venant de trafic illicite de messes, il ne pouvait pas démentir, donc il a laissé se développer la rumeur. Mais il n'en demeure pas moins que monsieur l'abbé a trouvé, sinon un trésor, du moins quelque chose. Alors, là, il faut faire un peu d'histoire. La Révolution française est pas loin, derrière nous.
Et la Révolution française a conduit à la constitution civile du clergé et au fait que beaucoup de prêtres n'ont pas voulu prêter serment à cette nouvelle religion, à l'être suprême, et sont partis en exil. À l'époque de Saunière, l'évêché, à l'époque de la Révolution française, pardon, l'évêché était à Alet-les-Bains. Et l'évêché d'Alet-les-Bains, et ça on en a la preuve, a acheté un certain nombre de parcelles de terrain autour de Rennes-le-Château. Parcelles de terrain avec, comment dire, des grottes, disons. Et ils ont planqué dans ces grottes un certain nombre de choses avant de partir en exil, en se disant qu'ils le récupéreraient lors de leur retour d'exil, ce qui n'a pas été le cas, parce que l'exil a duré plus longtemps que prévu. Et grosso modo, ils sont tous morts en exil, l'exil étant en Espagne, en Catalogne, qui est pas loin de Rennes-le-Château. L'évêque d'Alet-les-Bains, Monseigneur Crope de Chantra, qui est mort à Sabanel. Et Béranger Saunière a manifestement mis la main sur une de ces caches, dans laquelle il y avait non pas le Graal, l'Arche d'Alliance ou je ne sais pas quel truc fantastique, mais dans lequel il y avait du mobilier, il y avait des livres, et il y avait ce qu'on appelle des objets précieux de culte. Et donc il a fait main basse, tant qu'il a pu se servir, parce que orage et boulement, je ne sais pas quoi, la cache s'est bouchée, il n'a pas pu tout liquider. C'est une cache qui se trouve au bas de la colline de Rennes-le-Château. Et ce qu'il a fait, on a retrouvé la trace de la personne, il travaillait avec un lapidaire, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille les pierres précieuses, un lapidaire juif d'Anvers qui s'appelait Léon Schwab. Et il a fait, disons, dessertir ces objets religieux sacrés pour les transformer en bijoux. Bon, donc voilà l'affaire stricto sensu de Béranger Saunière, qui est sa première vie. L'abbé Saunière meurt en 1917 et il laisse sa servante, et selon les uns plus que sa servante, Marie Desnarnaud seule, mais à laquelle il avait légué ses biens. Et notamment, il avait fait faire des constructions importantes dans son domaine, la ville de Béthanie, la tour Magdala. Il lui laisse ses biens et rideau. Il ne se passe rien. Et il ne se passe rien jusque dans les années 50. Et dans les années 50, il y a Dans les années 50, il y a un personnage qui s'appelle Noël Corbu, qui avait une affaire à Perpignan et qui aimait bien la région et qui venait en vacances avec sa petite famille à Bugarache. Et puis, en se promenant dans la région, ils sont tombés sur Rennes-le-Château et ils allaient voir Marie Desnarnaud pour, comment dire, faire des emplettes. Ils achetaient un lapin, ils achetaient des œufs, ils achetaient des salades. Et puis, ils se sont tellement bien entendus que Marie Desnarnaud a fait de Noël Corbu son légataire universel. En contrepartie de quoi il devait pourvoir à ses vieux jours, s'occuper de la servante
de feu saunière. Donc évidemment, quand on se retrouve avec un domaine comme ça, le château, ben, il va falloir vivre. Donc c'est Noël Corbu qui va transformer, enfin qui va créer un hôtel-restaurant, la tour, dont j'ai parlé tout à l'heure, du reste. Mais ben, même en créant un hôtel-restaurant, ça ne fait pas obligatoirement venir beaucoup de monde, hein, parce que je rappelle que le château, c'est en haut d'une colline et c'est le trou du cul du fond du monde. Donc il va se mettre à raconter de belles histoires à ses clients, qu'il enregistrera sur bande magnétique, ça lui évitera à chaque fois de raconter la même chose, comme quoi la Bessonnière avait trouvé le trésor de Blanche de Castille, le curé au billard, etc. Ce qui va attirer les journalistes locaux de Limoux, Midi Libre, qui vont titrer en première page sur 3 numéros de suite le curé au billard d'un coup de pioche. Et là, on est au milieu des années 50, et là, l'affaire est partie. Monsieur l'abbé a trouvé un trésor. Alors, ça c'est la première couche de la légende, et cette première couche de la légende va se compliquer avec l'apparition dans le dispositif de 2 personnages qui sentent le soufre mystérieux, à savoir Pierre Plantard et son acolyte Philippe de Cherizet. Et tous les deux, ils vont développer une histoire absolument incroyable qu'ils vont, fixer par écrit sur ce qu'on appelle des vrais faux documents, des apocryphes. Et cette histoire incroyable, c'est il existe la dynastie des Mérovingiens, dont le dernier tenant du titre, Dagobert II, qui a été assassiné près de Mouzon en Forêt-de-Vouivre, en fait avait 2 enfants, et ces 2 enfants ont été exfiltrés pour échapper aux ires du maire du palais, et se sont réfugiés dans le Razès, où ils ont fait souche. Donc, cette histoire incroyable, qui au départ était une histoire de trésor, va se transformer en une histoire dynastique. Et évidemment, cette dynastie se poursuit, traverse l'histoire jusque nos jours. Et le dernier tenant du titre, c'est évidemment Pierre Plantard himself. Et ils vont complexifier l'histoire de façon invraisemblable en faisant apparaître de mystérieux parchemins qui évidemment confirmeraient toutes leurs théories sur les lignées de Dagobert, etc. Mais ce n'est pas terminé. Et j'ai cité l'énigme sacrée 82-83 de Lincoln Bay Gently, et nos 3 compères vont rajouter une nouvelle couche en disant mais oui, bien sûr, cette lignée mérovingienne, mais attendez, cette lignée mérovingienne, en fait, il faut remonter, et son origine, c'est la maison de David, c'est la famille du Christ. Et on en arrive à cette légende invraisemblable, comme quoi Jésus et Marie-Madeleine s'étaient mariés et ont fait plein d'enfants, plein de petits mérovingiens. Et donc, l'histoire de cette dynastie est devenue l'histoire d'une bloodline, c'est-à-dire l'histoire du sang sacré. Et pour terminer cette symphonie invraisemblable,
Je dirais que, enfin, je rappellerai que tout ça a explosé en un feu d'artifice somptueux avec le Da Vinci Code de Dan Brown, qui a fabriqué un roman dont le prieuré de Sion, qui est la société secrète qui, au travers du temps, au travers des âges, a protégé la Bloodline, dont le prieuré de Sion est le principal héros. Donc voilà comment j'ai découvert Rennes-le-Château, voilà comment je la comprends, et je terminerai en disant que Rennes-le-Château, c'est une histoire à la fois formidable, mais qui se développe dans un contexte difficile. En fait, c'est comme tous les micro-milieux, c'est-à-dire que d'égoïsme, d'intolérance, et on y trouve le schéma classique qui est le syndrome du chercheur qui a trouvé, et ayant trouvé, il n'y a que sa théorie ou sa thèse qui est valable. Bon, j'en dis pas plus, hein, tout le monde comprend. Donc Rennes-le-Château, c'est à la fois une belle histoire, un site merveilleux, mais souvent aussi un panier de crabes avec des factions, des luttes entre les factions, qui est assez pénible et qui peut, pour certains, fatiguer et gâcher l'intérêt de ce qui est fondamental. Alors, pour les étudiants, homme d'expérience que tu es, ouvert, aurais-tu une suggestion pour eux, un conseil? Alors, j'aime pas trop le terme conseil parce que finalement, on se les applique bien souvent pas soi-même. Mais... Oui, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas de conseil à donner. J'ai simplement à leur dire, à vous dire comment moi j'ai vécu tout ça et ce qui m'a fabriqué. Je crois qu'il y a deux choses, c'est tout bête, hein, ça se trouve partout, mais ce qui veut dire que c'est sûrement la vérité. J'ai parlé de légende personnelle tout à l'heure. Surtout, ne tuez jamais votre légende personnelle, même si vous ne pouvez pas la réaliser immédiatement. Vous rêvez peut-être d'être astronaute, vous rêvez peut-être d'être physicien quantique, bon. Et puis les contraintes matérielles fait que vous devrez choisir autre chose. Cela dit, ne l'étouffez pas, gardez-la au fond de vous, et qui sait si un jour vous ne la retrouverez pas sur votre chemin. Ça c'est fondamental. C'est ma première leçon d'expérience. Et ma deuxième leçon, alors ça fait un peu vieille barbe pour ne pas dire vieux con, mais c'est fondamental. Travaillez, accrochez-vous, ne renoncez jamais, rebondissez. C'est le travail qui vous donnera ce que vous cherchez. Voilà. Je te remercie bien. Et je te remercie aussi pour la